Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui. Pas très bien. Non, ça résonne. Maintenant, ça va? D'accord. Donc, cette première conférence, qui va être consacrée au rôle des Anglais dans la résistance, et plus spécifiquement au personnage de Winston Churchill, personnage éminent s'il en est, dès qu'il convient de parler de résistance et d'éloquence, puisque à travers ces diverses interventions, qu'elles aient été radiophoniques, au cours de débats parlementaires, elles ont toutes eu une postérité certaine. On témoigne un certain nombre de formules comme le sang, la sueur et les larmes, ou des conceptions relatives à la démocratie, qui ont été encore récemment citées par le Premier ministre. Alors, pour s'attacher au rôle de Churchill pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale et donc de la résistance, j'ai à mes côtés deux intervenants. D'abord, M. Antoine Capet. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'Université de Rouen. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et notamment vous avez publié les conversations entre les époux Churchill sous le titre de Conversations intimes. François Cassoudy, vous êtes historien, biographe et traducteur de Winston Churchill, auquel vous avez consacré une biographie de référence intitulée Le pouvoir de l'imagination. Alors, cette conférence va se décomposer en plusieurs axes. Nous allons commencer par évoquer les relations personnelles entre Winston Churchill et le général de Gaulle, deux personnalités assez opposées, presque à front renversé finalement, entre un Premier ministre britannique relativement expansif et volubile et un général de Gaulle au flegme tout britannique. Alors on a beaucoup causé, beaucoup écrit, relaté de multiples anecdotes et de savoureux échanges entre ces deux protagonistes. Churchill, pensément écrit à propos du général de Gaulle, qu'il admirait son orgueil hautain. Est-ce que vous pensez, Antoine Capet, que c'est une bonne manière de résumer les relations entre ces deux protagonistes? L'orgueil hautain, je ne sais pas, l'orgueil, ils en avaient tous les deux. Le gros problème, c'est qu'il peut y avoir un orgueil positif. C'est l'orgueil qui mène à ce qu'on a appelé, dans le cas de Gaulle, le sursaut national. On n'entend pas. Ah, on avait un projet tout à l'heure. C'est bon. Est-ce que vous entendez? Désolé, l'essai n'avait pas été conclu. Donc, je reviens sur ce que je disais. Oui, orgueil, c'est un mot qui est à double sens. Ça peut être à la fois positif et négatif. L'orgueil qui mène au sursaut national, c'est ce qu'on associe avec De Gaulle. Et parce que là, l'orgueil est tout à fait justifié. Alors, hautain, qu'est-ce que ça veut dire hautain? Alors, là encore, je vais d'abord parler de Gaulle avant de parler de Churchill. Hautain, ça veut dire qu'il méprise les choses petites. Et c'est évidemment une caractéristique parfaite de l'attitude de Gaulle, notamment à partir de juin 1940. Alors, quant à Churchill, orgueil. Alors, oui, orgueil, et un de ses secrétaires d'ailleurs a écrit une chose assez intéressante, à mes yeux en tout cas, en disant Churchill était orgueilleux mais pas vaniteux. Alors on pourra en dire ce qu'on voudra de cette chose-là, mais bien évidemment, donc, aux yeux de ce secrétaire, orgueil était positif. Hautain, alors Churchill n'était pas hautain, sauf que il ne souffrait pas les raseurs. Donc si on n'était pas capable d'attirer son attention, de retenir son attention par des choses intelligentes, il se détournait ostensiblement de vous avec mépris. Donc on peut appeler ça un caractère hautain. Alors, je vais peut-être nous mettre un petit peu dans le décor, parce qu'il faut bien que ces deux personnages se rencontrent, qu'on voit dans quelles circonstances, et après peut-être qu'on comprendra mieux leur relation. C'est le 13 juin 1940, c'est pas un des plus beaux jours de l'histoire de France. Le lendemain, les Allemands vont entrer dans Paris. Il y a un conseil suprême à Tours où le gouvernement français s'est réfugié en attendant d'aller plus au sud. Et là, vous avez
Churchill, Premier ministre depuis un mois seulement, qui rencontre dans un couloir très bruyant le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre depuis une semaine, et Churchill se plante devant lui et lui dit « L'homme du destin ». C'est pas mal, un 13 juin, l'homme du destin. Il faut avoir une certaine intuition. Alors évidemment, on a demandé plus tard à De Gaulle s'il avait entendu ces paroles prophétiques. Et De Gaulle a dit « Non, je n'ai pas entendu, mais vous savez, Churchill, c'est un romantique. » Alors oui, Churchill, c'est effectivement un romantique. Il a toujours impressionné par les grands bonshommes froids, il appelle ça des swashbucklers, une espèce de statue du commandeur. C'est un romantique, mais c'est aussi un calculateur froid. Et il s'est aperçu que Paul Reynaud, le président du Conseil, est entouré de défaitistes et qu'il y a de fortes chances pour que la France capitule. Tous ces gens lui disent déjà d'abandonner le combat, évidemment. Il y a Pétain, il y a Weygand, il y a Chautemps, Boutillier, tous ces gens-là, et sa maîtresse, la maîtresse de Paul Reynaud, Madame de Portes, tous ces gens-là sont défaitistes. Et Churchill, lui, s'est aperçu qu'il pourrait compter sur De Gaulle pour faire équilibre, pour équilibrer un petit peu tout ça et pousser les Français à continuer la lutte. Donc il compte sur lui, il a besoin d'un homme du destin, et comme le destin est toujours extrêmement indulgent avec Churchill, et bien il le trouve devant lui. Et jusqu'au 17 juin, il va y avoir cette association de convenance entre les deux pour pousser le gouvernement à continuer le combat malgré tout. Et tout est bon, même ce projet d'union franco-britannique auquel il ne croit ni l'un ni l'autre, mais qui est censé encourager Paul Reynaud. Comme vous savez, ça ne marche pas. Et Paul Reynaud démissionne, Pétain le remplace, De Gaulle vient en Angleterre. Mais à ce moment-là, pour Churchill, De Gaulle a une autre utilité. Il faut bien voir que l'ambiance en Angleterre à ce moment-là, on s'attend toujours à ce qu'une guerre soit comme la guerre précédente. La Grande Guerre, c'était... Finalement, l'Angleterre n'a jamais été menacée d'invasion pendant la Grande Guerre parce que la France a tenu pendant 4 ans. Et on s'attend à ce que ça soit la même chose. Et d'un seul coup, en 5 semaines, la France qui s'écroule, le rempart de l'Angleterre sur le continent qui s'écroule, 5 semaines. Ça fait un choc quand même. Et ce choc, Churchill le sent bien. Il y a des défaitistes, il y a des gens qui disent, bon, écoutez, voilà, on a perdu, on va être envahi, autant négocier tant que c'est encore possible. Et il y a des partisans de cela, ils sont toujours aux aguets. Il y a Halifax, il y a Butler, il y a même le vieux Lloyd George. Tous ces gens pourraient remporter l'opinion du Parlement. Il faut réagir contre cela. Et Churchill, qui est un propagandiste de génie, voit tout le parti qui peut tirer de ce De Gaulle, qui va présenter aux Anglais en disant « Vous croyez comme ça que la France est vaincue ?» Mais pas du tout. La France va continuer le combat à nos côtés en la personne de ce général De Gaulle qui a une stature, qui a une volonté, qui a une réputation, qui a un idéal, qui a une voix, qui a un nom,
ce nom, hein, qui est déjà tout improbable quand même, De Gaulle, ça frappe, hein, ça claque. Alors, c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Devant le Parlement, il présente De Gaulle. General De Gaulle, a fine fighting soldier, with a good reputation and a strong personality. Il faut se souvenir aussi qu'il a un petit défaut de prononciation, hein, Churchill. Donc, bon. Alors, pour ce qui est de la strong personality, évidemment, il aura l'occasion de le regretter plus tard, mais enfin, pour le moment, c'est dans ces termes-là que ça se pose. Et donc, une fois de plus, il y a une association de convenance qui fait que c'est pas love story, mais presque. Et pendant l'été de 1940, il y a une association très étroite dans laquelle qui fait une large place à l'admiration mutuelle, parce qu'ils s'admirent, on dirait plus tard pourquoi, et en même temps parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Churchill sait qu'il va avoir besoin de Gaulle parce qu'on ne peut pas débarquer tout de suite sur le continent, on va devoir passer par l'Afrique, et l'Afrique, il y a une bonne partie qui est francophone. Donc De Gaulle sera une bonne introduction. Et De Gaulle, lui, évidemment, dépend entièrement de Churchill, parce que sans son soutien, il n'est rien. Churchill lui ouvre l'accès à la BBC, Churchill empoisonne ses ministres et ses généraux très réticents, et ses ambassadeurs, etc., pour qu'ils aident le général de Gaulle, et puis il le reconnaît, seul représentant des Français libres, etc. Tout cela fait que Churchill, lui, est indispensable. Sans Churchill, De Gaulle ne serait même pas allé en Angleterre, il serait allé au Canada. Si Chamberlain était resté, par exemple, De Gaulle n'aurait pas été en Angleterre. Et donc, ça, c'est la base de leur association. Il y a bien sûr l'admiration mutuelle, mais il y a aussi la convenance mutuelle. Chacun a besoin de l'autre. Donc, c'est là-dessus que s'établit le début de leur relation. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour poser le cadre. Après, on va voir pourquoi ça dégénère un petit peu, mais ça, c'est pour après. Oui, il n'y a pas grand-chose à ajouter, bien évidemment. Ce qu'on peut dire, peut-être, et ça n'est pas tellement su en France, pour de multiples raisons, c'est qu'apparemment, De Gaulle n'était pas le premier choix de Churchill en mai et surtout juin 1940. Alors, je vais citer un nom là qui ne dit rien du tout aux jeunes générations. Georges Mandel, qui était un ministre qu'on associe d'ailleurs trop souvent avec le Front Populaire, alors qu'il n'a pas été ministre du Front Populaire. C'était un homme de droite, mais d'une droite modérée, intelligente et pas défaitiste du tout. Mais il avait une tare pour l'époque, il était juif. Et ça l'empêchait bien évidemment de rallier la bourgeoisie française, alors que De Gaulle, catholique, évidemment, on avait l'espoir, en tout cas, que De Gaulle pourrait rallier cette bourgeoisie française bien pensante, ce qui était impossible pour Georges Mandel. D'autre part, Georges Mandel, en tant que juif, se sentait solidaire de ses co-religionnaires et ne voulait pas quitter la France, sachant qu'en cas de défaite et d'occupation, le sort des juifs serait évidemment ce qu'il a finalement été. Donc, ça a détruit un petit peu la légende. On peut ajouter à ce que dit François Cassonnier à propos de l'homme du destin un autre mot, un autre bon mot qui figure partout, le connétable de France. Quand Churchill voit, enfin paraît-il, De Gaulle et se tourne vers lui et aurait dit le connétable de France. Donc, là encore, ça ne dit rien aux jeunes générations, mais nous qui avons appris du Guesclin à l'école primaire, ça nous dit quelque chose. Et ça disait quelque chose également aux gens de la génération de Churchill, aux Anglais cultivés qui connaissaient assez bien l'histoire de France, Churchill très bien, mais la plupart des Anglais cultivés, je parle ici bien évidemment de ceux de l'élite politique à laquelle tous ces hommes-là appartenaient, comprenaient parfaitement l'allusion.
Donc, l'homme du destin, le connétable de France, oui, c'est absolument vrai, mais il faut se rappeler numéro 2. Georges Mandel aurait peut-être, aux yeux de Churchill, mieux fait l'affaire, parce qu'il était connu. Comme l'a dit François Cassoudy, De Gaulle était totalement inconnu. En France, peut-être un petit peu, mais en Grande-Bretagne, absolument pas, en dehors de quelques cercles d'initiés. Et quand je dis initiés, je veux dire les gens qui faisaient partie de l'entourage du gouvernement britannique aux alentours de mai, juin 1940. En dehors de ces gens-là, personne n'avait jamais entendu parler de Gaulle. Je voudrais ajouter une chose anecdotique, on est là aussi pour ça, c'est que les deux avaient une carrure, avaient un visage parfait pour les caricaturistes. Et il n'y a rien de mieux pour se faire connaître que de figurer dans les caricatures. Comme vous le savez aujourd'hui, les grandes caricatures de Gaulle sont absolument immortelles. Les grandes caricatures de Churchill sont absolument immortelles. Donc, c'était très très bon, à la fois pour les journalistes et pour ce que vient de dire François Cassoudy, c'est-à-dire Churchill qui voulait à tout prix faire connaître De Gaulle, et De Gaulle qui lui-même avait à tout prix besoin de se faire connaître. Donc, vous avez ces deux magnifiques personnages qui ont, j'allais dire, la tête de l'emploi. L'un n'a absolument pas la tête de l'anglais moyen, l'autre n'a absolument pas la tête du français moyen, c'est-à-dire le petit bonhomme moustachu avec son béret et sa baguette. De Gaulle, au contraire, on a parlé de hautain, c'est peut-être pour ça qu'on a pu le qualifier de hautain, c'est qu'il n'avait rien de commun avec le français moyen, même le petit bourgeois de l'époque. Il suffit de regarder Laval à côté. Laval, lui, il avait la tête du français moyen, avec ses petits costumes blancs, sa cravate blanche, son horrible moustache. Bon, enfin, j'arrête. Bref, pain béni, absolument pain béni pour tout le monde. Donc, rencontre fortuite, peut-être pas de premier choix, mais en tout cas, le deuxième choix a été parfait. Alors, oui, je vais enchaîner sur ce qu'a dit Antoine au sujet du fait que Churchill va faire connaître De Gaulle. Effectivement, il y met les moyens, il présente De Gaulle au Parlement, il le présente à la presse, il le fait photographier sous toutes les coutures, il le présente au roi et à la reine et il les fait photographier ensemble. Et ça, pour les Anglais, évidemment, si on est en compagnie du roi et de la reine, on est forcément quelqu'un d'extraordinaire, d'autant que la reine dès les premières rencontres, hypnotisée par De Gaulle. Vous avez des photos où on voit la reine qui regarde De Gaulle, on a l'impression que c'est le Messie. C'est tout à fait extraordinaire. Et De Gaulle n'aime pas beaucoup il trouve que la publicité c'est vulgaire. Donc Churchill a engagé un agent de publicité, un certain Richmond Temple, qui est chargé de faire connaître le général De Gaulle dans l'ensemble du Royaume-Uni et du Commonwealth. Et De Gaulle n'aime pas beaucoup ça, la publicité c'est vulgaire. Churchill va me lancer comme une savonnette. Vous voyez, c'est un peu... Voilà, il n'aime pas trop ça. Mais ce sont deux hommes qui se rencontrent et qui se reconnaissent justement parce que ce qu'a mentionné Antoine, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une vision extraordinairement longue de l'histoire. Ce sont des admirateurs de l'histoire et de l'histoire longue. 2000 ans en arrière, 2000 ans en avant. Vous voyez, il y a très peu de leurs contemporains qui sont comme ça. Vous savez, c'est un petit peu en avant, mais le consul des États-Unis à Alger, Robert Murphy, en 1943, dira à De Gaulle en général, je connais la France, j'y ai habité pendant 4 ans. Et De Gaulle lui répond, eh bien, moi, monsieur, ça fait 2000 ans. Ça n'est pas si étonnant que cela. Et une fois aussi où il y avait un défilé, où il y avait un tank qui était tombé en panne devant le stand officiel, et donc tous les autres s'étaient
était en tire-bouchon derrière et ça avait complètement cassé le défilé. Et on entend De Gaulle qui dit « Et voilà 2000 ans que ça dure !» Et cette vision, et ça c'est quelque chose que Churchill comprend très bien. Hein. Il a un très grand respect pour l'histoire, il connaît effectivement parfaitement, comme disait Antoine, l'histoire de France. D'ailleurs, un de ses héros, après son ancêtre Marlborough, c'est Napoléon, ce qui est quand même étonnant pour un Anglais. Et Jeanne d'Arc, c'est encore plus étonnant pour un Anglais, mais en fait c'est comme ça. Et comme en plus De Gaulle disait « Je suis Jeanne d'Arc, ça ne se voit pas à cause de la taille, mais je suis Jeanne d'Arc. » L'admiration, alors vient justement du fait qu'ils ont la même conception donc de l'histoire longue, et pour tous les deux, les péripéties, ça ne compte pas. Il faut voir les choses vraiment dans leur évolution sur des siècles. Et là, ils comprennent très bien quand ils se parlent. Hein. Et puis, il y a une admiration mutuelle. De Gaulle ne comprend pas bien l'anglais, mais il comprend quand même suffisamment pour voir que les discours de Churchill, c'est quelque chose de fabuleux. Churchill massacre couramment le français, mais il le comprend assez bien pour... et d'ailleurs, quand il entend les discours de Gaulle à la BBC, il pleure. Alors évidemment, hein, c'est un des aides de camp du général de Gaulle qui m'avait dit « Ah oui, Churchill, je l'ai bien connu, c'était un gros bébé, il pleurait tout le temps. » Et c'est pas faux, il y avait il était assez émotif. En fait, ça passait très vite. Hein. Mais enfin, il y a une admiration de l'un comme de l'autre pour les discours, leur façon de présenter les choses. Ils y sont très sensibles. Et puis il y a aussi, et ça ils ont tout de suite reconnu aussi, que chacun avait un patriotisme en acier trempé. Donc par rapport aux petits politiciens dont ils avaient l'habitude, évidemment ça faisait un contraste. D'ailleurs Churchill l'a dit, quand j'ai invité aux Checkers, De Gaulle, pendant l'été, je voulais qu'on puisse avoir des conversations en tête à tête, et ça ne fonctionnait jamais parce qu'on était toujours trois. Et trois parce qu'il insistait toujours pour amener la France avec lui. C'était un petit peu... voilà. Et puis l'admiration, c'est aussi pour l'énergie que chacun déploie, évidemment. De Gaulle, qui a très peur de vieillir. Hein. Il a très peur des atteintes de l'âge, déjà à ce moment-là, parce qu'il voit le maréchal Pétain, entre autres. Et il voit quand même ce Churchill qui a déjà 66 ans, pratiquement, et qui a une énergie diabolique d'un jeune homme de 25 ans, donc, qui court partout, qu'on voit sur les ruines, qui ne se cache jamais, même pendant les bombardements. Il va sur les terrasses des immeubles pour observer les bombardements avec des bombes qui tombent tout autour. Enfin, c'est quand même très impressionnant. Évidemment, voilà. Et tout ça, ça fait effectivement un lien assez solide. Et puis il va y avoir des éléments de décomposition progressive de ce partenariat privilégié. Et ça va être l'étape suivante, mais voilà, on va en reparler dans un instant. Moi, je vois un tout petit additif avant de passer à ça, purement, là aussi, sur le chapitre de la connaissance de l'histoire. On n'a pas fait référence ni l'un ni l'autre, mais il faut y faire référence, je pense, à la Première Guerre. Tous les deux ont un souvenir tout à fait différent de la Première Guerre. De Gaulle, comme vous le savez, a eu le malheur d'être passé une partie de la guerre comme prisonnier, mais ça ne veut pas dire qu'il a reçu se battre, au contraire, puisqu'il a été blessé, enfin je ne reviens pas là-dessus. Et Churchill, lui, s'est battu sur le front français, chose encore qu'on ne sait pas souvent en France. Il a passé 6 mois entre novembre-décembre 1915 et puis mai 1916 sur ce qu'on appelait en anglais le front des Flandres. Pour les Français, on disait le front du Nord. Et Churchill a vu ce que c'était que les tranchées. Et il a également fréquenté à la fois les poilus et
pas tellement, il a plutôt vu que fréquenté, et fréquenté l'élite des généraux qui étaient sur place, puisqu'il y avait une alliance extrêmement étroite, et le front était très, très, très mouvant, on ne savait pas trop si on était en France, en Belgique, enfin bref. Et il en a gardé un souvenir absolument ému pour les larmes, comme on vient de le dire, du sacrifice du peuple français. Pour lui, la ténacité du peuple français était absolument inoubliable. Et l'autre chose, également, il a été très frappé, alors non pas par les généraux et hommes politiques qu'il a vu sur le front, mais qu'il a vu plus tard en tant que ministre de l'armement, à savoir Clémenceau et Foch. Et donc De Gaulle, pour lui, je ne dirais pas que c'est un substitut, mais De Gaulle lui rappelle quand même la volonté de Clémenceau, la volonté absolue de se battre jusqu'au bout. Et déjà, Churchill, alors, homme clairvoyant comme elle l'a dit, Churchill avait bien vu que Foch, c'était l'anti-Pétain, c'est-à-dire Pétain déjà avait peur, ah oui, mais Paris risque d'être menacé, etc., etc. Les tergiversations de Pétain pendant la Première Guerre l'avaient frappé négativement. Alors que ce qu'on appellerait aujourd'hui l'esprit fonceur, à la fois de Foch et de Clémenceau, l'avait absolument époustouflé et ravi. Pourquoi ravi? Parce que c'est un homme qui aime le militaire. Ça se fait pas dans certains milieux français intellectuels. Ils n'aiment pas les gens qui aiment les militaires, mais Churchill aime les militaires. Vous savez la célèbre chanson J'aime les militaires, il va la chanter. Et donc Churchill est quelqu'un qui aime les militaires et qui voit donc dans ces militaires de la Première Guerre mondiale les Français qui correspondent à son idéal de la France éternelle. Et De Gaulle, miraculeusement, semble avoir toutes ces qualités, à la fois politiques et à la fois militaires. Et il y a un mot qui n'existait pas à l'époque, ou deux mots, géopolitique, géostratégique, c'était des mots qu'on n'avait pas à l'époque, mais tous les deux partagent cette vision. François Cassoni a dit 2000 ans avant, 2000 ans après. Il exagère peut-être en disant 2000 ans après, 2000 ans avant, il a raison. 2000 ans après, c'est peut-être un peu fort, mais 200 ans après, ça serait peut-être pas faux. C'est-à-dire que De Gaulle sait en juin 1940 que 200 ans après, la Grande-Bretagne sera encore là. Il sait que les imbéciles de Français qui disent qu'ils vont se faire tordre le cou comme un poulet sont des imbéciles qui n'ont absolument pas compris à la nature de l'anglais. De l'anglais quand il est bien dirigé, et Dieu sait qu'il va être bien dirigé, bien encadré par Churchill et les gens que Churchill va choisir comme chef militaire. Donc, tout ça pour dire que De Gaulle est d'une certaine façon un rappel pour Churchill de la gloire de l'armée française de la Première Guerre mondiale. Et également de la réconciliation nationale, puisque Clémenceau représentait la gauche et Foch représentait la droite, et Churchill a des pages absolument magnifiques qu'il a écrites dans les années 1929-1930, au moment de leur mort, des pages absolument magnifiques sur le fait que, quand il le faut, la droite française et la gauche française savent avoir un sursaut commun. Chose que, évidemment, on n'a pas vu au même nez, mais on ne doute pas que De Gaulle soit capable de créer ce sursaut. Donc De Gaulle, homme de droite, mais qui, aux yeux de Churchill, va pouvoir savoir rallier l'ensemble de la population. Ce qui nous amènera justement à notre deuxième partie, peut-être. Voilà. Oui, alors je reviens justement une petite seconde sur l'histoire, parce que c'est intéressant. Pour comprendre la psychologie des deux hommes, ils ont tous les deux l'impression d'agir sous le regard de l'histoire. De Gaulle, qu'est-ce qu'on va penser de mon action dans le Valais et Isaac de l'an 2200? Churchill, c'est pareil, et il le dit. Après Dunkerque, Churchill, on ne le sait pas trop, mais renvoie des troupes, pourtant elles ont été sévèrement étriées, hein, mais il les renvoie en Bretagne, en Normandie, pour continuer la guerre. Et ces généraux lui disent, vous savez, dans l'état du Premier ministre, c'est le début de juin, et dans l'état où sont les armées françaises, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu retarder l'envoi de ces troupes en attendant de voir ce qui se passe? Et réponse de Churchill,
certainement pas. L'histoire nous jugerait très sévèrement si nous faisions une telle chose. C'est très extraordinaire, ça, au début de juin 40, il s'occupe de la façon dont l'histoire le jugera. Et autre chose qui les unit, il n'y a aucune peur de la mort. De Gaulle, pendant sa campagne de mai-juin, est un casse-cou. Il refuse de se mettre à couvert. Ça terrifie d'ailleurs ces hommes. Hein. Il se met sur une petite colline, il y a des Stukas, il y a des bombardements d'artillerie, etc. À un moment, il y a un obus qui arrive, tous ces chefs d'état-major comprennent que c'est pour eux, donc ils se jettent à plat ventre dans la boue, et puis ils regardent, ils se relèvent et ils voient De Gaulle qui est toujours en train d'étudier ses cartes, et à 10 cm de son pied gauche, il y a un obus qui est fiché en terre, comme ça. Et donc ils se rassoient et ils font semblant de répondre. De Gaulle s'occupe pas d'eux, et à la fin il replie ses cartes, il regarde l'obus et puis il fait « Vous voyez, messieurs, ces Allemands, ils ont même des obus qui n'explosent pas. » Churchill comprend ce genre de bravoure, mais il la pratique lui-même. La mort, pour lui, ça fait partie du métier. C'est très étonnant. Au moment de ce dernier passage en France, au moment où il va embarquer, le 14 juin, il dit au général Ismay, oui, enfin, de toute façon, dans 2 mois, vous et moi, nous serons morts. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que la Grande-Bretagne continue à résister. Voilà, on n'est pas indispensable, on sera mort, mais en attendant, il faut qu'on fasse notre travail. Quoi, vous voyez. Donc il y a cette espèce de mépris pour la mort. Oui, la mort, bon, c'est très surfait. Quoi. Et donc ça fait partie des choses qui font qu'ils se comprennent très bien. Alors, venons-en un petit peu à la décomposition dans les relations. Pourquoi est-ce que ça commence à aller mal? Ils ont surmonté ensemble des choses extraordinaires pendant cet été, cet automne de 1940. Ils ont surmonté Mercey-Guébir, qui aurait pu quand même être fatal à la relation si De Gaulle n'avait pas eu une certaine hauteur de vue. Souvenez-vous, même 20 ans après, De Gaulle dira, parce qu'il voit ça de très haut, bien sûr, « À la place des Anglais, j'aurais fait ce qu'ils ont fait. » Il n'y a pas beaucoup de Français qui étaient capables de dire une chose pareille, évidemment. Et il l'a fait savoir aussi à l'époque. Et puis à Dakar. Dakar, c'est quand même une défaite. Non seulement une défaite pour la France libre, mais quelque part aussi, c'est une défaite pour Churchill. C'est quand même son idée, hein, cette histoire d'attaque navale, alors que De Gaulle voulait passer par la terre. Hein, donc ça faisait partie de ses plans stratégiques fantaisistes de Churchill. Churchill est un stratège inquiétant. On ne peut pas en parler maintenant, mais heureusement qu'il était bien entouré, parce que c'était quand même un stratège amateur, ce que De Gaulle, dans ses moments de mauvaise humeur, ne se privait pas de souligner. Hein. Churchill et Roosevelt, ces stratèges amateurs, etc. Oui, bah oui. Et ça en était effectivement, mais heureusement, ils avaient des conseillers dont c'était le métier et qui les empêchaient de faire de grosses bêtises. Donc voilà, en tout cas, ce qui aurait pu les séparer ne les a pas séparés. Pourquoi est-ce que ça a commencé à aller mal? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord Vichy. À l'automne de 1940, Churchill, qui est toujours impatient, embêtant pour un stratège d'être impatient, mais il est impatient, se demande si, en misant sur De Gaulle, il a couvert toutes les possibilités, et ne voulant pas mettre tous ses œufs dans le même panier, eh bien, il fait rétablir un certain nombre de contacts avec Vichy. Sa célèbre mission Rougier, il y a des contacts par l'intermédiaire d'un diplomate canadien, Dupuis. Enfin, il veut se ménager des canaux, et puis il pense à Végan. Végan, peut-être qu'il va lui donner l'Afrique du Nord. Donc, il y a tous ces contacts, et comme c'est un très mauvais comploteur, il finit par le dire à De Gaulle. De Gaulle est soupçonneux. De Gaulle
n'est pas véritablement anglophobe, mais il n'est pas spécialement anglophile non plus. Il se méfie énormément, évidemment, justement à cause de son attachement à l'histoire. Il voit bien que l'ennemi héréditaire de la France, il le dit d'ailleurs, c'est pas l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Donc ça laisse des traces, évidemment. D'ailleurs, c'est quand même une facétie du destin qui a voulu que De Gaulle, avec toutes ses préventions contre la perfide Albion, soit obligé de se réfugier en Angleterre. Et ça le marque. Il y est sensible, évidemment. Il n'aime pas trop ça, mais il ne peut pas faire autrement. Et comme en plus, il s'aperçoit que les Anglais sont des gens charmants, ce qu'il dira plus tard à Eden, d'ailleurs, il n'y a rien de plus charmant que votre peuple, de votre politique, je n'en dirai pas toujours autant, évidemment. Mais enfin, bon, c'est voilà, une facétie du ça, mais il y a, revoilà la perfide Albion qui se met à essayer de négocier avec Vichy, de comploter, ça c'est normal, le Foreign Office comme toujours, l'intelligence, le service de renseignement, il se méfie énormément des services de renseignement britanniques, d'autant plus qu'effectivement Churchill a quand même une tendance à se mêler de tout, à commencer par ce qui ne le regarde pas. Et donc, il essaye d'avoir des relations particulières avec certains membres de la France libre. Il y a des intrigues auxquelles sont mêlés effectivement les services de renseignement britanniques, l'intelligence. Intelligence, oui, ben oui. Et donc ça donne la célèbre affaire Muselier. L'amiral Muselier se retrouve en prison pour une histoire complètement idiote. Et donc évidemment, les soupçons, ça éveille les soupçons, toujours à fleur de peau, du général de Gaulle. D'autant que, et autre chose, et là il faut voir un petit peu la psychologie des deux hommes, Churchill considère évidemment que, comme les 9 autres gouvernements en exil, le gouvernement, le mouvement de la France libre est entièrement dépendant des subsides de Sa Majesté. Ils ne peuvent pas prendre un repas, ils ne peuvent pas faire 1 kilomètre, ils ne peuvent pas correspondre avec la France, ils ne peuvent pas émettre sans l'aval, le soutien financier, soutien matériel du gouvernement de Sa Majesté, comme tous les autres gouvernements en exil. Et Churchill en attend naturellement une certaine subordination. Churchill, c'est un démocrate autoritaire. Il aurait été en notre époque, il aurait été carrément tyrannique. Par chance, il est démocrate aussi. Mais il a un esprit dictatorial, comme De Gaulle d'ailleurs. Il se retient. Mais il dit tout le temps « All I ask for is compliance with my wishes after reasonable discussion. » Voilà. Tout ce que je demande, c'est qu'on se plie à ma volonté après un temps de discussion raisonnable. Oui, il ne demande pas grand-chose, il ne demande que ça. Pour De Gaulle, c'est pas possible. De Gaulle, lui, sa devise, c'est « Nous sommes trop faibles pour faire des concessions ». Ça, c'est quelque chose que Churchill n'a jamais compris. Le faible, il fait des concessions. Eh bien non, pas du tout. Et puis, nous sommes un gouvernement qui a mauvais caractère. C'est pas le gouvernement qui a mauvais caractère, c'est lui. D'ailleurs, il n'en a pas de gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est furieux. Et donc, ça tourne un peu en rond. Je n'ai de respect que pour ceux qui me tiennent tête. L'ennui, c'est que je ne les supporte pas. Alors évidemment, quand vous avez 2 caractères de ce genre, ça peut faire des étincelles si les événements s'y prêtent. Et les événements vont s'y prêter à cause de l'affaire du Levant.
Et l'affaire du Levant, alors ça, évidemment, ça va être à la base de 90% des prises de bec entre De Gaulle et Churchill. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'été, à partir de juin 1941, ces deux territoires sous mandat occupés par Vichy, le Liban et la Syrie, on les reprend. C'est pas facile, ça se passe pas bien, mais enfin on les reprend. Sauf que les Anglais, lors de la fameuse armistice de Saint-Jean-d'Acre avec les troupes de Vichy, font un tout petit minimum de place à la France libre. On laisse les gens de Vichy embarquer sans même que la France libre puisse faire quoi que ce soit. Le général Catroux fait trop de concessions pour De Gaulle. Et les Anglais se comportent un petit peu dans ces deux pays comme un territoire conquis. Or, pour De Gaulle, un territoire sous mandat, tant que c'est sous mandat, c'est la France. Et donc, le comportement de ces Anglais lui paraît totalement inadmissible. Et dans ces cas-là, le général de Gaulle a recours à un certain nombre de mesures de rétorsion. Et en l'occurrence, il fait un discours vengeur sur les antennes de Radio Brazzaville. Il donne une interview à un reporter américain, un certain George Weller du Chicago Tribune. Et là-dedans, il dit des choses, c'est quand même du très gros calibre. Ce que les Anglais font actuellement, c'est un accord avec Hitler dans lequel Vichy sert d'intermédiaire. Oui, c'est pas très sympathique, et évidemment. Churchill saute au plafond quand il entend ça. Il veut bien admettre que ses troupes et ses généraux sont assez mal comportés dans cette histoire, mais là, ce discours est inadmissible, et c'est là qu'il commence à dire que ce De Gaulle, finalement, c'est un anglophone. Et le grand crime, évidemment, pour les Anglais, c'est d'être anglophone. Les méthodes qu'emploient l'un et l'autre sont totalement inadaptées, ou alors très adaptées, justement, pour que le conflit s'aggrave. Souvent, ce sont des très petites choses. Mais voilà, 90% des problèmes viennent de ce malheureux territoire du Levant. Les Français libres sont minoritaires là-dedans. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de troupes. Les Anglais sont majoritaires et se comportent évidemment un petit peu comme un territoire conquis. Ils ne voient pas que les Français libres sont extrêmement susceptibles, les Français libres en général et un général en particulier. Et ce qui se passe dans ces territoires où il y a beaucoup d'intrigues, on est au Levant, l'Orient compliqué, donc il se passe des choses là-dedans. Alors, les Anglais ne sont pas très délicats, ils mettent des drapeaux anglais là où ils ne devraient pas. Il y a des choses complètement idiotes. Il y a des curés de Vichy qui s'engueulent avec des curés de la France libre, ce qui n'a finalement absolument aucune importance. Mais tout ça arrive sur le bureau de De Gaulle ou de Churchill à Londres, et alors là, ça donne ça. Escalation, l'escalade immédiate. Pour De Gaulle, ça donne une insulte à la France et un nouveau fachoda. Pour les Anglais, fachoda, ça ne représente plus rien, ils ne savent même plus ce que c'était. Mais pour De Gaulle, oui, il est à fleur de peau. Et puis quand ça arrive sur le bureau de Churchill, alors là, ça donne yet another detestable instance of Anglophobia by this most hostile man. Et donc, voilà, c'est assez terrifiant. Et à l'automne de 1941, donc en septembre 1941, en octobre 1942, vous avez des entretiens extraordinairement durs entre les deux hommes, et surtout parce que le plus souvent, c'est par des intermédiaires qui s'engueulent, il faut bien voir. Et De Gaulle rudoie les fonctionnaires anglais subalternes, il appelle ça s'envelopper de glace. Et en fait, il est soumis au régime de la douche écossaise, ce qui est quand même, il fallait être De Gaulle pour soumettre les Anglais à la douche écossaise. Mais
ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il commence par les engueuler vertement. Les Anglais sont très choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude des engueulades, donc pour eux, ça se fait pas. Ils attendent le soir fébrilement parce que De Gaulle doit revenir. J'attendrai votre réponse pour ce soir, etc. Donc il s'apprête à répliquer vertement. Et puis il voit De Gaulle arriver le soir, tout sourire, qui leur demande comment il va, comment va leur famille, etc. Et d'un seul coup, ils sont complètement désarmés, ils font d'énormes concessions. Et De Gaulle est arrivé à en faire un des beaux-arts, il fait ça très bien. Et c'est un petit peu pareil quand Churchill et De Gaulle se rencontrent, donc l'automne de 41, l'automne de 42, ça commence horriblement mal. D'abord, ils commencent par envoyer les interprètes, parce qu'ils ne veulent pas s'engueuler par l'intermédiaire d'interprètes, donc ils disent que les interprètes ne sont pas bons, donc ils s'enferment à double tour, et puis l'entourage est terrifié, peut-être que De Gaulle va étrangler Churchill, vice-versa, on ne sait pas, etc. Et effectivement, ça commence très mal. Hein. Bon, général, si vous m'obstaclerez, je vous liquiderai. De Gaulle, monsieur le Premier ministre, vous êtes libre de vous ridiculiser. Un petit peu, hein. Et comme tout ça se passe mal, il y a des rétorsions des deux côtés. De Gaulle interdit qu'on parle aux Anglais. Churchill fait en sorte qu'on bloque les transports, fait en sorte que les avions tombent en panne, que De Gaulle ne sorte pas de chez lui, etc. Et De Gaulle, évidemment, est très sensible à ça. Donc la prochaine entrevue avec Churchill, ça donne... alors, je suis prisonnier. La prochaine fois, vous m'enverrez à l'île de Man. Et réponse de Churchill: non, mon général, pour vous très distingué, toujours la Tower of London. Ce que ça donne. Hein. Mais il y a la magie qui opère, et au bout d'une heure, les gens qui font irruption sous un prétexte ou sous un autre, pour voir s'il n'y a pas eu trop de dégâts, voient les deux assis côte à côte sur un canapé, De Gaulle fumant un énorme cigare, et ils se réconcilient très bien. Voilà, sauf que 6 mois après, ça recommence. Et ça va recommencer pour une autre raison dont je vais vous reparler tout à l'heure. Voilà, et je repasse. Oui, donc à travers les relations personnelles entre les deux hommes, on a déjà commencé un petit peu à entamer notre seconde partie qui va être davantage consacrée au lien entre le gouvernement britannique et la France libre. Comment la France libre va s'imposer comme un interlocuteur privilégié, comme un interlocuteur crédible, puis comme un interlocuteur unique pour représenter la France résistante. Est-ce que vous diriez que la francophonie de Churchill y a fait pour beaucoup, le fait qu'il soit très sensible à la cause de la France libre? Oui, ça, je dirais même que c'est le sine qua non. Imaginez, par hypothèse, un Premier ministre qui soit anti-français, un Premier ministre britannique qui soit anti-français en juin 1940, il aurait eu toutes les raisons du monde de rompre, même si c'était stupide du point de vue stratégique. Donc, bien évidemment, il fallait, ça c'était le sine qua non, je viens de le dire, et il fallait également un Premier ministre qui soit capable d'imposer son point de vue aux autres. Parce que comme on l'a déjà un petit peu abordé, vous aviez embusqué au coin du bois les défaitistes britanniques qui n'étaient toujours pas éliminés. Au mois de juillet 1940, notamment, en général, on met à la tête de tout ça, c'est Halifax, qui était encore ministre des Affaires étrangères. Donc, ministre des Affaires étrangères, c'est pas n'importe quoi en Grande-Bretagne, qu'en France, mais bref. Donc, il fallait que Churchill puisse imposer sa volonté, et il ne pouvait pas imposer sa volonté directement à quelqu'un comme Halifax, qui avait un très grand prestige auprès des partis conservateurs. Donc, il fallait contourner tout ça en emportant l'adhésion de l'opinion publique. Ensuite, tout irait bien, mais ça a été un combat d'emporter l'adhésion de l'opinion publique, un petit peu comme on l'a dit. Un premier pas qui, comme De Gaulle l'appellera, détestable, mais
indispensable. Bien évidemment, c'est Nercel Kébir pour montrer absolument la volonté de couper tous les ponts avec le défaitisme, de poursuivre jusqu'au bout. Et donc, la francophilie de Churchill permet de raccommoder absolument la porcelaine, si je puis dire. Quand elle est cassée, François Cassotti vient de vous parler du canapé avec De Gaulle et le gros cigare, on oublie que De Gaulle était un gros fumeur. Aujourd'hui, ça se ferait pas. Ça finissait toujours bien. C'était un petit peu, le mot était un peu exagéré, mais c'était un peu le vaudeville, c'était un petit peu le théâtre de boulevard. On cassait toute la vaisselle, et après, embrassons-nous, tout était parfait pour la réconciliation. Mais ça ne pouvait marcher qu'avec, comme vous venez de le dire, un Premier ministre francophile. Si on avait eu un Premier ministre anti-français, imaginez, d'abord, bon, c'est pas possible, on ne peut pas réécrire l'histoire, de toute façon, parce que si ça avait été un Premier ministre anti-français, on n'aurait pas eu de coup. Donc, et j'aime pas du tout faire des hypothèses, si, comme vous le savez, avec des si, on traite par une bouteille. Oui, alors, pour continuer un petit peu dans le temps, je vous ai dit, le Levant, c'est une espèce de chaudron hideux qui n'arrête pas de bouillir et qui explose de temps en temps, et ça fait de terribles engueulades entre les deux. Mais c'est à la fin de 1941 et en 1942 que les choses vont s'aggraver, parce qu'il y a un troisième larron qui va intervenir là-dedans, et c'est le président Roosevelt. Le président Roosevelt, comme vous savez, était atteint d'une maladie inguérissable. C'était une gaulophobie aiguë. Il était totalement allergique au personnage. Il y avait diverses raisons, mais peu importe, il considérait que De Gaulle était un dictateur et que par conséquent il fallait l'écarter d'une façon ou d'une autre. Et comme il ne pouvait pas le faire lui-même, il comptait sur Churchill pour le faire. Et Churchill était très vulnérable à l'influence de Roosevelt, seulement tout simplement parce que il avait besoin de Roosevelt, bien entendu. La Grande-Bretagne sans les États-Unis, il ne voyait pas très bien comment elle gagnerait la guerre. Donc Churchill voyait dans cette association entre Américains et Britanniques le seul moyen de gagner la guerre, et il voyait ça comme une association entre lui et Roosevelt, dans laquelle Roosevelt apporterait les moyens et lui le génie stratégique. Alors je vous ai dit que le génie stratégique, c'était surtout dans l'imagination de Churchill, mais enfin c'est comme ça qu'il se voyait, un nouveau Marlborough. Et il savait que Roosevelt n'était pas un stratège, il ne savait pas que lui n'en était pas un non plus, et il était prêt à faire beaucoup de concessions aux Américains pour que ce partenariat privilégié, avec Roosevelt qui apportait les moyens et lui la matière grise, puisse subsister, puisse se faire. Et parmi les concessions qui étaient prêtes à faire, il y avait aussi le général de Gaulle. Seulement, il y avait un problème. C'est que Churchill n'était pas un dictateur. Il aurait aimé, mais à la fois à cause de ses principes et du système constitutionnel britannique, il ne pouvait pas être un dictateur. Donc, il était dépendant du Parlement, de l'opinion publique, de ses ministres et du roi. Et s'il n'avait pas l'assentiment de tout ce monde-là, il ne pouvait rien faire. Et donc, sur ce point particulier, il était obligé d'expliquer à Roosevelt que, oui, voilà, j'ai transmis, je suis tout prêt à rompre avec De Gaulle, ça c'est mai 1943, hein, oui, d'accord, mais je viens de recevoir un télégramme de mon gouvernement, ils ne veulent pas. Ah, bon, c'est embêtant, mais je ne peux rien faire contre mon gouvernement, d'autant que le Parlement lui-même, je ne peux pas expliquer ça au Parlement.
Évidemment, De Gaulle le sait, ça. Donc il sait jusqu'où il peut aller. Et donc il pratique ce qui sera connu plus tard sous le nom de brinkmanship, de Foster Dulles, la politique du bord du gouffre. Donc il va jusqu'au bord du gouffre et puis il s'arrête. Mais il va très loin au bord du gouffre, parce qu'il sait que j'ai confiance dans les démocraties. Ben oui, les démocraties, ça fait qu'il peut faire beaucoup de choses. Et puis, il a aussi le soutien des autres gouvernements en exil, bien entendu, qui ont très peur que les Anglais et les Américains s'entendent avec les collaborateurs de chez eux, parce que les Anglais et les Américains sont entendus avec l'amiral Darlan, collaborateur s'il en est. Et donc, tous ces gouvernements en exil ont des collaborateurs chez eux, et ils se disent, mais si les Anglais font pareil chez nous, on va se retrouver, quand on reviendra chez nous, avec un gouvernement qui se lie, ou un gouvernement d'Étich, ou un gouvernement de Grêle. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent De Gaulle, bien entendu. Et puis, du côté anglais, il faut bien voir, les Anglais ont très peur que cette politique de rétorsion gaullienne, de menaces, parce que les menaces, ça va très loin. L'été de 1942, De Gaulle fait savoir qu'il envisage de transporter son mouvement à Moscou. Panique au Foreign Office, évidemment. Voilà. Si je n'obtiens pas satisfaction sur la question de Madagascar, du Levant, etc., je sais que vous allez débarquer en Afrique du Nord, etc. Vous ne l'avez pas dit, mais je le sais. Tout ça est inqualifiable. Alors des menaces tout le temps. Et en mai 1943, au moment où De Gaulle va partir pour Alger, donc tout ça c'est un petit peu passé, il est reçu par Anthony Eden, et Anthony Eden lui dit avec le sourire, savez-vous, mon général, que vous nous avez causé plus d'ennuis que tous les autres gouvernements en exil réunis. Et De Gaulle a un large sourire, et il dit, je n'en doute pas, la France est une grande nation. Et pour le général, la grandeur d'une nation se mesurait à sa capacité à emmerder tout le monde, en particulier les Britanniques. Et c'est quand même, dans la psychologie gaulienne, c'est quand même très intéressant. Et pour les Anglais, c'est quelque chose de totalement incompréhensible, évidemment. Churchill est médusé. Comment est-ce qu'on peut traiter avec un escogriffe pareil? Ils ne comprennent pas. Et surtout, j'ai fouillé assez longtemps dans les archives norvégiennes et j'ai trouvé ce merveilleux rapport de leur ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Tocqueville à l'époque, qui fait un rapport au roi. Et qui dit les Anglais sont absolument impitoyables, aucune concession, ça fait 2 ans qu'on veut une liaison aérienne avec Stockholm, on ne l'obtient pas, et finalement j'ai décidé d'utiliser des tactiques gaulliennes. Donc je suis allé voir Eden, et je lui ai dit, si nous n'obtenons pas satisfaction dans ce que nous demandons depuis 2 ans, nous retirons notre flotte de transport du service des Anglais. Alors, il faut voir ce que c'est, c'est 1000 navires en 500 supertankers ultramodernes. Donc ça fait qu'évidemment l'Angleterre aurait été pratiquement paralysée. Et Tocqueville dit dans son rapport, il dit, à ma grande surprise, M. Eden, qui est généralement un parfait gentleman, s'est mis dans une fureur noire et il m'a fichu à la porte. Et j'en ai déduit qu'il n'y a que De Gaulle qui puisse utiliser des tactiques de ce genre, mais je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, l'explication est tout à fait simple. C'est que le cauchemar quotidien de Churchill et d'Eden, c'était de voir 10 gouvernements en exil se promener dans l'ombre avec le nez en l'air en faisant des ultimatums tous les jours. Et à ce moment-là, évidemment, il n'aurait plus eu tous les deux, Eden et Churchill, qu'à se faire mettre dans un asile d'aliénés, parce que ça aurait été absolument impossible de faire une quelconque politique. Donc il fallait arrêter ça tout de suite. Et donc voilà pourquoi Eden s'était mis dans une rage folle. Et donc, en même temps,
Churchill a une grande admiration pour De Gaulle, parce que, si quand même, voilà quelqu'un qui est entièrement dépendant de nous. Si nous lui coupons les vivres, c'est un homme fini. Eh bien, regardez-le, qui marche à grandes enjambées, là, comme ça, on dirait Staline avec 200 divisions derrière lui, etc. Très impressionné quand même. Hein. Et puis, évidemment, il y a des explosions permanentes, hein, à la Chambre des députés, au fumoir en particulier. Hein, il se répand en invective contre De Gaulle. Et puis, un député lui dit « Monsieur le Premier ministre, qu'importe tout cela, puisque De Gaulle est un grand homme. » À ce moment-là, Churchill explose. « Quoi? Comment? De Gaulle, un grand homme? Il est arrogant, il est égoïste, il se prend pour le centre de l'univers. Vous avez raison, c'est un grand homme. » C'est vrai qu'il était l'impression que c'était la définition du grand homme. Tout à fait extraordinaire. Alors, tout ça peut paraître très bien, mais ces petites querelles d'écoliers, ça a quand même une grosse influence, une grosse incidence sur ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire la résistance. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux hommes sont aussi partenaires dans leur relation depuis 1941 avec ce que l'on fait en France. Et là, il va falloir qu'on vous parle à la fois du SOE et des services secrets de la France libre, hein, du BCRA, etc. Et comment ces gens-là essayent de s'entendre malgré les tantrums, les enfantillages qui se passent souvent au plus haut niveau. Et voilà, enfin, on va vous en parler maintenant. Oui, non, donc en parler maintenant. La grande difficulté, bien sûr, c'est de savoir, je dirais, par quoi commencer. On a prononcé le nom de Giraud, c'est vous qui l'avez prononcé dans mon oreille, parce que bien évidemment, pour la plupart des Français qui ont lu des choses sur les relations tendues entre Churchill, De Gaulle, la résistance, le débarquement en Afrique du Nord, tout ça c'est lié bien évidemment. Vichy, Darlan, on a pensé là. C'est la rivalité De Gaulle-Giraud, qui d'une certaine façon, là aussi, reflète non pas la rivalité, mais peut-être la différence de point de vue entre Roosevelt et Churchill. Giraud est en premier lieu l'homme de Roosevelt. Alors, ça ne veut pas dire que, en contrepartie, De Gaulle soit au début l'homme de Churchill. Churchill, on l'a dit tout à l'heure, aime bien avoir deux fers au feu, si ce n'est trois. Donc, les trois fers, à ce moment-là, ce sera De Gaulle, Vichy et Giraud. Et donc, il faut naviguer là-dedans, pas évidemment au vu et au su de tout le monde, mais dans les services secrets, dans les intrigues, dans l'intox, etc. Et alors, la grande difficulté, bien évidemment, va être pour De Gaulle de surmonter toutes ces intrigues. Churchill, je ne dirais pas attendant de voir, mais presque, et très vite, en fait, parce que Churchill est très clairvoyant, on l'a vu, s'aperçoit que c'est De Gaulle qui est dans la vérité, que c'est De Gaulle qui va apporter le soutien des Français résistants, que c'est probablement De Gaulle qui va rallier les gens d'Afrique du Nord, alors que Giraud, en fait, même si c'est un grand évadé, dans son grand discours, son premier grand discours en France après la Libération, c'est-à-dire, c'est pas par hasard, le 14 juillet 1946, après la Libération, pardon, après la Libération, pour la première fois où il revient en tant que chef de l'opposition. Le 14 juillet 1946, c'est à Metz. Alors pourquoi Metz? C'est intéressant. Churchill, dans son discours, dit voilà, j'ai fait un engagement, j'ai pris un rendez-vous, dans ses mémoires, il emploie le mot français. J'ai pris rendez-vous avec le général Giraud en Afrique du Nord en 1942 à Metz, quand la France serait libérée. Et aujourd'hui, eh bien,
j'honore ce rendez-vous, et parce que Giraud était natif de Metz, c'était l'enfant du pays, le héros du pays. Donc tout ça pour dire que c'est extrêmement compliqué, parce que Churchill a abandonné, entre guillemets, Giraud au profit de Gaulle à la fin de la guerre, et pourtant, Churchill vient honorer sa promesse auprès de Giraud, auprès des Messins, en disant « J'ai fait une promesse en 1942 auprès de lui, je la tiens aujourd'hui. » Donc, extrême complication. Là-dessus vient se greffer, on a parlé de Murphy tout à l'heure, l'envoyé américain, là-dessus vient se greffer un jeu américain qui vient troubler le jeu purement britannique, qui lui-même est extrêmement compliqué. Donc, c'est un imbroglio absolument extraordinaire. Et moi, ce qui m'a toujours paru le plus extraordinaire, parce que je ne dirais pas que j'y comprends grand-chose, je me demande comment qui a manipulé qui, a tiré quelle ficelle au bon moment, etc. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est de voir que finalement De Gaulle sort vainqueur de cet imbroglio, je reprends le mot, et surtout de ces intrigues. Donc, vous avez parlé du BCA, on peut parler également, bien sûr, de la France libre. Pour l'instant, on a parlé du côté noble de la France libre, mais il y avait aussi un côté caché, un côté souterrain, un côté clandestin noble qu'on a mis en valeur après la guerre, mais il y avait aussi un côté clandestin pas noble du tout, avec le plus grand exemple étant, bien sûr, l'assassinat de Darlan, où on n'a jamais su qui exactement était à l'origine de cet assassinat, qui tombait bien pour absolument tout le monde. On a successivement accusé, y compris le comte de Paris, les royalistes, enfin, c'est complètement fou, je parlais d'imbroglio, mais également, les services secrets du général de Gaulle, et personne n'a jamais craché le morceau, permettez-moi l'expression, ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà cette ambiance à Alger après le débarquement anglo-américain de novembre 1942. Le plus extraordinaire du SOE, c'est l'assassinat de Heydrich à Prague, donc pas du tout en France, non pas par des agents du SOE, mais par des Tchèques qui avaient été pilotés, qui avaient suivi la formation, etc. du SOE. Donc tout ça pour replacer le SOE dans un contexte bien plus large que la France. Alors, Churchill charge un type qui n'aime pas du tout de m'en prendre la thèse, et en français on prononce Dalton, Hugh Bolton, un travailliste que Churchill n'aime pas, mais il était obligé de prendre des travaillistes dans son gouvernement. Le gros avantage de Bolton, c'est qu'il est foncièrement anti-allemand et foncièrement anti-défaitiste, et donc c'est le seul avantage. En réalité, c'est l'idée de Churchill, c'est qui date d'ailleurs de très longtemps. Il a toujours été, je l'ai dit, j'aime les militaires, mais il aime aussi les espions, il aime les actions clandestines, les fameux coups tordus, comme les a appelés Bob Malumier. Et bref, l'idée de Churchill, c'est il faut, alors je donne l'expression en anglais, je le demande en français après, set Europe ablaze, mettre l'Europe à feu et à sang. Alors non pas mettre l'Europe à feu et à sang par les avions, ce serait un autre chapitre, ce ne sera pas non plus mettre l'Europe à feu et à sang par les armées régulières, mais mettre l'Europe à feu et à sang par les actions clandestines, par les sabotages, par les assassinats, j'ai parlé de Heydrich, etc., etc. Et donc Churchill donne l'ordre, mettez-moi cette Europe à feu et à sang, et donc il s'agit de placer des agents britanniques là où il n'y en a pas, et surtout il s'agit d'encadrer les résistants, comme on les a appelés en France, partisans, comme on les appelait en Europe de l'Est, de les encadrer, de leur fournir des armes, et bien évidemment de la radio pour qu'ils puissent faire du renseignement. Et là j'ai noté un chiffre.
On ne sait pas souvent, on ne sait pas qu'il existe en France un monument dans l'Inde, à Valençay. Alors, on s'arrête là, on va dans quelques minutes. Du triangle américain, c'est idiot, c'est parce que j'aime pas le mot anglo-saxon, parce que ça comprend aussi des gens qui comme voilà, ça, ils sont non anglophones. De ces victimes à Valençay dans l'Inde, qui a été le monument qui a été érigé en 91, on ne sait pas d'hier, pour célébrer le cinquantenaire des premiers parachutages d'agents de SOE en montagne qui ont fait sauter la centrale électrique de Pessac en Gironde en mai 1941. Donc tout ça, pour vous dire, la date, en fait, on la connaît, la première action véritablement efficace, ça a été en mai 1941. Et à partir de mai 1941, alors oui, ce monument, j'ai oublié de le dire, est à la mémoire de 91 hommes et 13 femmes qui ont mérité l'étiquette contre la France. C'est quand même un sacré engagement, parce que 91 plus ça fait 1100 personnes qui sont mortes. Donc, bien évidemment, il y en a d'autres qui sont mortes. Ça vous montre l'ampleur du mouvement qui va cesser de s'amplifier. Mais la grosse difficulté, bien évidemment, c'est déjà 2 Allemands, ça va de soi, mais l'autre difficulté, c'est de s'intégrer dans les réseaux français qui, évidemment, ont des rivalités énormes. J'ai parlé tout à l'heure des divisions politiques entre la droite et la gauche, qu'on retrouve évidemment dans la résistance et qu'on retrouve a fortiori après, là j'ai parlé de mai 1941, mais le mois suivant c'est l'invasion de l'Union soviétique et les communistes qui étaient contre la guerre, qui étaient, enfin je ne vais pas faire me taire, les communistes deviennent absolument anti-allemands, anti-nazis et se volent à la pointe de la résistance. Et donc les Britanniques vont se retrouver dans cette espèce de marigot français, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça qu'il leur apparaît, où les fameux coups tordus dont on a parlé, qui étaient déjà fort nombreux, vont devenir encore plus nombreux parce que les Français entre eux, je ne dis pas vont s'entretuer, mais les Français entre eux vont se faire des coups bas pour qui obtiendra les armes, qui obtiendra les postes de radio, et en fait, ça se résume assez facilement à qui obtiendra les faveurs de Londres, c'est-à-dire réussira à persuader Churchill et Eden et alors Dalton, lui, on n'en parle plus de lui, qui va allouer les armes, le ravitaillement et l'argent, parce qu'on envoie aussi des billets de banque par la voie des airs, et ça va être donc une espèce de rivalité pour la conquête. Et je vous laisse parler de cette rivalité que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Alors, j'enchaîne un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de Hugh Dalton? C'est pas Joe, hein, c'est Hugh Dalton. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus? Parce qu'en fait, dès 1942, il est remplacé par Lord Selborne, qui est un ami personnel de Churchill. Le SOE, pour Churchill, c'est une façon d'imposer sa stratégie par la bande, puisque ça échappe au chef d'état-major. Donc c'est un petit peu le jouet personnel de Churchill. Et comme tout ce que fait Churchill, il y a des fois où ça fonctionne brillamment, et il y a des fois où ça dysfonctionne méchamment, et les deux se succèdent. Parmi les triomphes du SOE, Set Europe ablaze, ça voulait dire une chose, surtout, c'était détruire le potentiel industriel et militaire allemand dans les territoires occupés. Et de ce point de vue-là, l'un des grands succès, ça se passe en Norvège, évidemment, c'est la destruction de l'usine d'eau lourde. C'était un commando du SOE. Tout ce que la RAF n'arrivait pas à faire, en France comme dans tous les autres pays occupés, eh bien le SOE, avec 4, 5, 6 hommes, arrivait à le faire, en plaçant quelques petites charges explosives discrètement et en s'en allant. Chez nous, il y avait un certain Maloulier qui se spécialisait là-dedans et qui a fait sauter tout ce qui avait un intérêt économique pour les Allemands entre Le Havre et Rouen. Il y a eu, de ce point de vue-là, des choses très remarquables et souvent c'était extrêmement discret. Alors, comment est-ce que ça se passe en pratique? Le SOE envoie des petites équipes
gens qui sont à moitié anglais, à moitié français. Ça ne peut pas être des anglais purs, évidemment, parce qu'ils seraient capturés tout de suite, ils ont des accents à couper au couteau. Donc on ne peut pas. Il faut des gens qui puissent s'exprimer comme des Français. Donc c'est des Anglais qui sont nés en France, c'est des Anglais qui ont eu une mère ou un père français, ce sont des Anglais qui ont travaillé très longtemps en France, et encore cela il faut trier parce que l'accent anglais ça ne se perd pas comme ça, mais enfin c'est pas n'importe qui qu'on peut envoyer là-dedans. Et ces gens-là, au départ, on leur a dit vous verrez, vous contacterez les indigènes, et puis vous les enrôlerez, sans s'occuper des mouvements de résistance sur place. En 1941, on ne savait rien des mouvements de résistance sur place. Donc ça commence comme ça. Et quand ils arrivent sur place, ils s'aperçoivent assez rapidement qu'il y a effectivement des mouvements de résistance. Et comme le disait Antoine tout à l'heure, des mouvements de résistance extraordinairement divers. Ils se retrouvent effectivement avec des résistants vichistes, des résistants girondists, des communistes, des trotskistes qui sont très mal vus des communistes, des républicains espagnols, des polonais, et à chaque fois, il y a des réseaux, et puis on leur dit ce qui compte, c'est ce qu'ils font contre les Allemands. Donc vous armez tout le monde. Alors, il faut à la fois qu'ils leur parachutent des armes, qu'ils leur apprennent à s'en servir, parce qu'il ne suffit pas de leur donner comme ça un canon sans recul ou une mitraillette, s'ils ne savent pas s'en servir, ils vont faire du dégât. Donc il faut les former. Et puis il y a une troisième chose, il faut leur donner des cibles, parce qu'on croit comme ça que les résistants, ils passent leur temps à faire dérailler les trains, mais pas du tout. Il fallait que ça ait un intérêt pour la stratégie alliée. Et ça, il n'y avait qu'à Londres qu'on pouvait déterminer ça. Et donc, tout ça faisait que, au niveau politique, au niveau du contrôle, vous avez 8 grands mouvements de résistance, puis il y avait des sous-mouvements en dessous, mais ça, c'est politique. Au niveau de l'action régionale, locale, il fallait des gens qui puissent dire qu'est-ce qu'il faut faire, qui puissent donner les armes pour le faire, qui puissent former. Et ça, les mouvements de résistance français ne le faisaient pas. Ils passaient leur temps à se disputer entre eux. Et du côté des gaullistes, la politique, c'était de les unifier. Il fallait unifier ces 8 mouvements, Libération Nord, Libération Sud, Combat, Franc-Tireur, Front National, ceux de la Résistance, ceux de la Libération, etc. Mais tout ça, c'était au niveau, c'était tout en haut. Mais le SOE avait la politique inverse. Il fallait qu'il y ait le moins de contacts possible entre tous ces mouvements, qu'ils soient le moins unifiés possible, parce que s'ils sont unifiés, ils vont attirer l'attention. Et donc, ils vont tous se faire coffrer, ce qui malheureusement est arrivé assez souvent. Et donc, de ce point de vue-là, la politique du BCRA, du colonel Passy, et la politique du SOE pour la France de Buckmaster étaient presque opposées. Et quand en plus leur chef n'arrêtait pas de s'engueuler et au cours de leurs engueulades se servait un petit peu de la résistance pour faire plier l'autre. Donc d'un seul coup, les agents ne pouvaient pas partir, les avions tombaient en panne, les bateaux n'étaient plus disponibles, etc. Et il fallait, au niveau inférieur, c'est au niveau du SOE et au niveau du BCRA, que les chefs s'entendent. Alors par chance, Baker Street et Duke Street, les 2 quartiers généraux, communiquaient par des vieilles écuries. Et donc, discrètement, les chefs se rencontraient en faisant en sorte que leur patron, De Gaulle et Churchill, ne le sachent pas, pour faire tourner la machine et qu'on alimente quand même la résistance et qu'il y ait un minimum de coopération entre le mouvement, entre les réseaux du SOE et les réseaux du BCRA. Et bien entendu que de toute façon, ils étaient absolument obligés de coopérer parce que les agents français ne pouvaient strictement rien faire sans le SOE, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas arriver sur place, ils ne pouvaient pas communiquer, ils n'avaient pas d'armes, ils n'étaient pas formés.
tous ces agents que De Gaulle a envoyés en France, il fallait qu'ils aient au moins 3 mois de formation, et de formation où? Au SOE. Et le SOE qui au début voulait ne pas coopérer avec les agents français parce qu'ils pensaient à la fois que c'était des amateurs et que ça leur ferait que les ennuyer sur place, ont été obligés de le faire parce que dès 1941, ils sont aperçus que la plupart des Français avec qui ils étaient en relation devenaient de plus en plus gaullistes. Et par conséquent, le SOE, qui avait une section F pour France, a dû créer une deuxième section, RF, qui était la section qui coopérait justement avec les agents français et qui leur donnait, les agents du général de Gaulle, et qui leur donnait les moyens d'arriver en France. Et même sur place, très souvent, ils ont été obligés de coopérer et vous avez même des mouvements mixtes. Parce que là, il faut en arriver quand même à ce qui se passe dans le pays, en France. Entre 1941 et 1944, vous allez avoir d'abord 20, puis 35, puis 50, puis en 1944, 60 réseaux du SOE section F, c'est-à-dire dépendant directement du SOE. Alors, ces réseaux, souvent c'est 3, 4 personnes, pas plus. Il y a un chef, il y a un assistant qui le remplace au cas où il faut arrêter, il y a souvent un homme de main, et puis un radio. Radio, c'est essentiel, évidemment. Et puis tous ces gens recrutent autour. Les autres, ce sont des Français qu'on recrute. Des Français ou des Espagnols, ou des Polonais. Républicains espagnols, beaucoup de républicains espagnols. Quand De Gaulle en 1944, je vous reparle après de ça. Enfin bon, il faut voir à quoi ressemblent ces mouvements. Si vous commencez par chez vous, ex-Marseille, le réseau, c'était souvent des noms de professions. Et le réseau local s'appelait Gardiner. Le dirigeant était un certain Robert Boiteux, double nationalité, alias Firmin. Et c'est lui qui tenait pratiquement toute la côte sud. Si vous remontez un petit peu plus loin, vous avez un deuxième réseau du SOE qui s'appelait Jockey, qui était dirigé par un certain Commerce, alias Roger. Et puis en remontant le Rhône, vous avez encore un mouvement qui s'appelle Marksman. Marksman, c'est le tireur d'élite, c'est une autre profession. Un certain Heslop. Et là, c'est un réseau mixte, c'est-à-dire réseau R et RF, parce qu'il y a une double tête. La deuxième tête, c'est un certain Cantinier, et ce Cantinier, c'est Rosenthal, c'est un agent du général de Gaulle. Donc là, il coopère, ça arrive. Et toujours en remontant, vous avez mouvement Stockbroker. Stockbroker, c'est un prêt de Montbéliard. Et pour vous donner un exemple de comment fonctionnait le sabotage, c'était pas toujours des gros booms. Le chef de ce réseau-là, il s'appelait Ray, alias César, et il se trouve que près de Montbéliard, il y avait l'usine Berlier à Sochaux, qui était administrée par un membre de la famille Peugeot. Et ce César était particulièrement audacieux. Il est allé voir le directeur, tout simplement, et lui a dit, écoutez, votre usine fabrique des tourelles de chars pour les Allemands. Il y a eu un bombardement de la RAF, les bombes sont tombées à 1,5 km, ça n'a servi à rien. Mais ils vont venir. Si vous ne voulez pas que votre usine soit complètement détruite, je vous propose de saboter vous-même les chaînes de montage. Assez audacieux quand même. Et au début, ce membre de la famille Peugeot a pris les choses un peu haut. Il dit, mais enfin, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui me prouve que? Etc. Mais c'est très simple. Donnez-moi un message, je le ferai diffuser par la BBC, vous verrez que c'est du sérieux.
Et si par contre vous ne coopérez pas, là, vous risquez d'avoir de la plus en plus. Et donc, effectivement, le message est passé. L'autre s'est dit qu'effectivement, plutôt que de devoir démolir son usine, il valait peut-être mieux coopérer. Et donc, il a dit à ce César, écoutez, voici mon contremaître, il va vous faire visiter les chaînes de montage. Et donc, il a visité une fois les chaînes de montage avec le contremaître. Et dans les mois qui ont suivi, plus aucune tourelle de char n'est sortie de cette usine, tellement le sabotage a été bien fait, et discrètement, et sans le moindre explosif. Tout ça s'est passé très calmement et en douceur, et voilà. Donc voilà comment on pouvait faire ce genre de choses et mettre les Allemands en difficulté. Je termine ces exemples avec le tout dernier, c'était un certain Hiller. Hiller, c'était George Starr, pas joué. Et lui, il avait un terrain de chasse absolument gigantesque. Son réseau s'appelait Wheelwright, et c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps entre la Gironde et les Pyrénées. Donc c'était gigantesque, et qui fournissait les armes à tout le monde. Et son pédigré était tout à fait extraordinaire. Sa fiche au SOE valait la peine d'être vue. Vous voyez, occupation dans le civil, donc avant la guerre, garçon coiffeur, chercheur d'or, champion de boxe. Bon, et c'est devenu un extraordinaire dirigeant de guérilla, de sabotage, vraiment un maître dans sa profession. Et bien sûr, De Gaulle en prenait ombrage, et ça, on n'a pas le temps de le dire, mais tous ces Anglais qui se promenaient comme ça, en France, apparemment en liberté, qui faisaient la pluie et le beau temps dans ces mouvements français en leur fournissant des armes, etc. Lui, ça l'inquiétait énormément, d'autant qu'il traitait avec tout le monde, ces Anglais. Lui, qu'est-ce qu'ils allaient faire après la guerre? Souvenez-vous, l'histoire longue, lui, il se souvenait de la guerre de 100 ans, quand les Anglais vendangèrent l'Aquitaine, ils vont recommencer, etc. Ça n'allait pas du tout. Et donc, ça a donné quelques prises de bec avec ces gens-là après la libération. Et ça, on vous le dira si on a le temps. Voilà, j'arrête. Merci François Carsoni. On va désormais passer aux questions de la salle. Alors, étant donné qu'on a pris un petit peu de retard, on va vous demander des interventions assez concises. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver nos conférenciers une fois les questions terminées. Ils vous dédicaceront leurs ouvrages à l'entrée de l'IEP. Première question, monsieur. Bonjour. Question très rapide. Je n'ai jamais compris comment s'est-il fait que Churchill ait perdu les élections en 1945. Pour la première question, monsieur au fond. Merci pour vos interventions qui ont été super. Et si vous me permettez juste, je vais solliciter de votre part un parallèle entre la manière dont Churchill effectivement a eu à traiter en France avec De Gaulle, mais avec d'autres, et précisément pourquoi, comment, etc. De Gaulle, vous l'avez souligné, est sorti gagnant de ce qui était quand même une sacrée empoignade, et la situation qui a prévalu en Yougoslavie, où là aussi deux mouvements de résistance ont coexisté, où les Alliés, en l'occurrence les Britanniques, n'ont été représentés que par un type, par ailleurs absolument exceptionnel, Fitzroy Maclean, dont le nom certainement ring a bell pour certains d'entre vous dans la salle, et si vous ne l'avez pas fait, son bouquin Eastern Approaches est absolument fantastique. Mais bref, lorsque ce garçon qui avait tout juste 35 ans, qui n'était pas général, qui n'était rien du tout, a commencé à faire parler de lui et de la Yougoslavie, Churchill lui a personnellement demandé de le rencontrer. Je passe sur le côté pittoresque de la rencontre avec Churchill, mais la seule question que dit Churchill à ce garçon qui était commandant ou lieutenant-colonel, pas davantage, elle a été simple. Lequel des deux tue le plus d'Allemands? Ah, monsieur le Premier ministre, c'est Tito indéniablement. Eh bien, il faut l'aider à en tuer davantage, faut le point. Et pourtant, on sait bien que les préventions de Churchill vis-à-vis du communisme en général. Donc c'est très, à mon avis, très intéressant d'observer ce parallélisme. Pour moi, ces approches précisément pas tout
tout à fait parallèle au nom de l'efficacité et du pragmatisme. De Gaulle a donc en définitive, c'est la conclusion que je propose, été reconnu comme le plus efficace, le plus pragmatique et en définitive le plus reliable. Je vous vois hocher la tête, c'est peut-être pas tout à fait l'avis qui est le vôtre, mais c'est intéressant de comparer l'un avec l'autre. Merci. Merci. On prend une troisième question peut-être. Troisième question, si on a dans la salle. Madame. Merci. Je voudrais que vous disiez une phrase ce que vous savez de Winston Churchill allant chercher Roosevelt, qui était très réticent à s'engager en Europe. Pour moi, c'est son plus grand rôle. Alors, en une phrase, je pense qu'ils vont essayer, mais ça va être pas. Pour la première question sur les élections britanniques après la guerre, M. Gabet. Oui, eh bien, dans ce cas-là, la meilleure réponse qu'on puisse donner, c'est une citation de Macmillan, qui est devenu Premier ministre dans les années 1960, et qui a déclaré, et c'est magnifique comme phrase, ce n'est pas tant Churchill qui a perdu les élections de 1945 que le fantôme de Neville Chamberlain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire Neville Chamberlain, bien évidemment, en apaisement, ça n'était plus du tout à la mode en 1945, mais Churchill était leader du Parti conservateur. Donc, Macmillan aurait très bien pu dire ce n'est pas tant Churchill qui a perdu les élections que le Parti conservateur. Mais ça serait encore trop rapide. Ça serait encore trop rapide parce qu'il y a un sous-texte que les Français, en général, ne connaissent pas, et c'est pas leur faute, c'est le sous-texte de la réforme sociale. Il faut bien voir que la guerre en Grande-Bretagne, sur le plan intérieur, est caractérisée par un bouillonnement absolument extraordinaire d'idées nouvelles sur l'après-guerre. Comment est-ce qu'on va reconstruire, et ils prennent le mot reconstruction au sens propre, en matière des bâtiments, mais aussi au sens figuré de reconstruire la société. Et Churchill est extrêmement réticent pour tout ce qui est reconstruire la société, pour des raisons qui ne sont pas du tout ignobles. C'est que tout simplement, Churchill fait valoir, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? On ne peut pas imposer une population qui n'a pas d'argent. Et donc Churchill, la population comme d'habitude bien sûr c'est la démagogie, n'écoute pas ça en disant où est-ce qu'on va trouver l'argent. On veut, Charles Dessous, c'est on veut tout de suite. Et donc c'est le Parti travailliste qui propose tout de suite. L'argent on trouvera, ils ne l'ont jamais trouvé, ça c'est une autre histoire. L'argent on trouvera, et donc Churchill, et surtout, le Parti conservateur perd les élections. C'est un peu court comme réponse, mais on n'a pas le temps de Monsieur Cassoni sur le Yougoslavie. Alors, ça c'était, la question était en deux parties. Comment est-ce que De Gaulle est finalement sorti vainqueur de cette empoignade? Comment est-ce qu'il n'y a pas eu de rupture tout simplement entre De Gaulle et Churchill, parce qu'il y a très bien pu y en avoir une? C'est tout simplement qu'il y avait ce que j'ai appelé quelque part des amortisseurs. Dans les mémoires de Gaulle et Churchill, vous ne trouverez pas beaucoup d'éloges des petites mains. Mais sachez qu'il y aurait eu forcément une rupture s'il n'y avait pas eu autour de ces deux grands hommes des gens un petit peu moins inspirés, mais un petit peu plus modérés, qui arrondissaient à chaque fois les angles. Non, le général n'a pas vraiment voulu dire ce qu'il a dit. Non, oui, enfin on va s'entendre. Non, oui, le Premier ministre, vous savez, est un peu sous collet comme ça, mais il va revenir à meilleur sentiment. Non, non, c'est pas du tout ça. Non, voilà. Alors, qui sont ces gens dont on m'a finalement parlé assez peu parce qu'ils se sont fait oublier, et parce qu'ils ne figurent que très peu dans les mémoires. Les grands hommes n'aiment pas trop dire ce qu'ils doivent aux petites mains. Mais enfin, du côté britannique, il faut bien reconnaître que sans Eden, sans Attlee, sans Bevin, sans Macmillan, sans Duff Cooper, sans Charles Peake qui faisait les intermédiaires, sans le Major Morton que connaît bien Antoine, sans ces gens-là, il y aurait eu de terribles explosions et il y aurait eu une rupture, bien entendu. Et du côté français, bien entendu, c'est pareil. Catroux, Dejean, Massily, Pleven, Viennot, Passy,
Cassin, même Jean Monnet, et Guido par la suite, ce sont des gens qui ont désamorcé des quantités invraisemblables de mines et de bombes qui auraient fait sauter ce partenariat dès 1942. Ça n'aurait jamais fonctionné. Et c'est pour ça que ça a permis à De Gaulle de sortir vainqueur. De Gaulle a décoré Churchill, vous savez, de la Croix de la Libération. Je n'ai jamais très bien compris, je l'ai souvent écrit d'ailleurs, pourquoi il n'avait pas non plus décoré Eden. Il aurait dû, bien entendu. Voilà. Alors, sur la Yougoslavie, ça c'est très intéressant parce que, effectivement, ça a beaucoup alimenté la méfiance du général de Gaulle. De Gaulle voit Churchill, au nom de l'efficacité militaire, donner toute l'aide à partir de 1943, toute l'aide britannique à Tito, lequel Tito est non seulement communiste, non seulement un agent de Staline, non seulement il tue tous ses adversaires, les prêtres, les non-communistes, etc., mais en plus il s'entend avec les Allemands de temps en temps, et quand ça l'arrange. Et tout ça pour combattre les royalistes de Mihailovic et du roi Pierre, alors que Churchill est un vieux royaliste. Comment on explique ça? Tout simplement parce que Churchill a une politique très expéditive. On alimente celui qui fait le plus de dégâts chez les Allemands, et il croit savoir que c'est le cas de Tito, et que par contre les royalistes sont attentistes. Ce qui est faux d'ailleurs. Les royalistes font ce qu'essayent de faire les mouvements de résistance français, c'est-à-dire se préparer pour le moment où il y aura un débarquement chez eux, et à ce moment-là prendre les Allemands à revers. Après tout, c'était leur consigne au départ. Mais seulement entre-temps, Churchill s'est aperçu que Roosevelt mettait son veto à un débarquement en Yougoslavie, donc il sait qu'il n'y aura pas de débarquement en Yougoslavie, donc on n'aura pas besoin des royalistes pour cette campagne finale, et donc ce qu'il veut, c'est affaiblir les Allemands le plus possible, et là, de ce point de vue-là, c'est Tito qui lui en fournit les moyens. Ce qui effare quelqu'un comme De Gaulle, parce qu'il se dit, si il laisse tomber les royalistes et qu'il soutient les communistes, il peut, en Yougoslavie, il peut tout à fait faire la même chose en France. D'où méfiance, évidemment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que De Gaulle décore Mihailovic au moment, le royaliste, au moment où les Anglais le laissent tomber. Et donc, il se méfie énormément de ce que font les Anglais en France, parce que si ça se trouve, ils sont capables de soutenir les communistes, alors que, évidemment, De Gaulle, qui dit toujours il faut toujours penser au coup d'après. Le coup d'après, c'est qu'est-ce qui va se passer quand les Européens auront débarqué en France? Qui va prendre le pouvoir? Est-ce qu'ils vont laisser Vichy au pouvoir? Est-ce qu'ils vont laisser les communistes prendre le dessus? Ou est-ce qu'ils vont le laisser, lui, s'établir en France, y rétablir la République? Et il serait très capable de faire la bêtise, de prendre, par exemple, le Tito Limousin, vous savez, Guingouin, on l'appelait Tito Limousin, il était effectivement armé, justement, par les hommes de Valmy. Et donc, voilà, il avait de bonnes raisons de se méfier. Alors, effectivement, pour la dernière partie des questions, De Gaulle, une fois le débarquement arrivé, on s'aperçoit que tout le monde est à peu près gaulliste. Hein, et donc De Gaulle se retourne vers Roosevelt et Churchill, et il leur répète ce qu'il leur a dit pendant toute la guerre. Il n'y a que De Gaulle. Et ils sont bien obligés, effectivement, de constater que c'est le cas. Ce qu'on ne dit pas trop, c'est qu'il s'était entendu avec Eisenhower dès décembre 1943. Eisenhower lui a dit, mon général, Roosevelt peut donner les ordres qu'il veut. Moi, mes instructions, c'est d'aller à Berlin. On va s'entendre. Je vous laisse faire ce que vous voulez en France après le débarquement. Mais vous faites en sorte que les lignes de communication vers Berlin soient sûres. Et voilà. Et donc, ils ont une entente dès le début de 1944 sur ce qui va se passer. Et Roosevelt ne le sait pas. Alors, sur Franklin Roosevelt,
voilà, on va se partager un petit peu ça. On va tâcher de répondre à cette question. Antoine va. Oui, pareillement, de même que j'ai commencé pour répondre sur 1945 avec une citation de Marcus, je vais donner une citation de Churchill lui-même, célébrissime. Jamais amoureux n'a courtisé sa belle avec autant d'assiduité que j'ai pu poursuivre Roosevelt pendant la guerre. Donc Churchill lui-même avoue qu'il était celui qui courtisait, c'était le courtisan au sens de celui qui fait la cour à une dame, et donc il a accepté absolument toutes les avanies, toutes les couleurs. J'exagère en disant absolument toutes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes pour lesquelles il a un petit peu ferraillé. Mais c'est absolument avéré que Madame parlait de pousser Roosevelt à rentrer en guerre. C'est absolument avéré que jamais Churchill n'aurait convaincu Roosevelt à faire quoi que ce soit qu'il avait envie de faire. C'était pas Churchill qui voulait le faire. Qu'est-ce qui a convaincu Roosevelt de rentrer en guerre? C'est les Japonais. Et non pas Churchill. Si les Japonais n'avaient pas déclaré la guerre, alors là encore, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas des si. Mais là, c'est un cas absolument avéré. C'est pas seulement Roosevelt, c'est également l'opinion publique américaine, parce que Roosevelt, on a dit tout à l'heure que Churchill devait tenir compte de son gouvernement. C'était moins vrai de Roosevelt, mais Roosevelt était très très sensible à l'opinion publique américaine, notamment parce qu'à l'époque, un président pouvait être élu une troisième fois, et que bien évidemment, dès sa première réélection, sa deuxième élection et première réélection, il pensait à sa troisième élection, deuxième réélection. Je vous laisse amplifier la chose. Voilà, ce qui prouve que François Hollande n'a rien inventé. Oui, ce sont les Japonais qui ont poussé Roosevelt. On ne sait pas ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu Pearl Harbor. Par contre, là où Churchill a fait la différence, c'est que les Américains attaqués par les Japonais dans le Pacifique vont donner la priorité à l'Europe et à l'Atlantique. Ça, c'est l'influence de Churchill. Sans Churchill, il ne l'aurait pas fait. Il était attaqué par les Japonais, ils auraient dû, et certains d'ailleurs de leurs chefs d'état-major, notamment l'amiral King, disaient mais non, il faut mettre toutes les ressources dans le Pacifique et après on se retournera contre Hitler. Et bien pas du tout. Roosevelt avait déjà un accord avec Churchill. Si nous entrons en guerre un jour, nous donnerons la priorité à l'Atlantique. Ça s'appelle le plan Dog, je ne sais pas pourquoi Dog d'ailleurs, mais c'était déjà prévu avant l'entrée en guerre. En cas d'entrée en guerre, la priorité. Pourquoi? À moitié grâce au talent de persuasion de Churchill, mais aussi parce que Roosevelt avait reconnu que l'adversaire le plus dangereux, c'était quand même Hitler. Alors là, il y avait diverses raisons. La bombe atomique qui était aussi pour quelque chose. On avait très peur que les Allemands aient la bombe atomique avant les Américains. C'est d'ailleurs ce qui a poussé les Américains à produire une bombe atomique. C'est qu'on leur a dit, certains physiciens nucléaires ont généralement immigré d'Europe centrale, ont réussi à convaincre les conseillers de Roosevelt que les Allemands avaient de l'avance dans les recherches atomiques et que donc il fallait les battre à la course. Et ils ont déployé des efforts tellement gigantesques que non seulement ils ont eu de l'avance, mais en plus ils ont eu la bombe atomique alors que les Allemands en étaient encore très loin en 1945. Et donc, voilà, c'était la deuxième raison pour laquelle Roosevelt est entré en guerre en donnant la priorité à l'Europe. Churchill y est quand même un petit peu pour quelque chose. Il faut vous dire une chose quand même qu'on a oubliée. Hitler y comptait un petit peu d'ailleurs. Les Américains n'aimaient pas les Anglais. Jusqu'en 1939, il y avait encore une rivalité anglo-américaine qu'on a complètement oubliée, mais qui existait. Churchill, c'était un cas, évidemment parce qu'il était à moitié américain,
Mais l'anglais moyen n'aimait pas les Américains, et l'américain moyen détestait les Anglais. Et ça remontait à quand? Ça remontait à la guerre d'indépendance, vous voyez, un petit peu quand même, hein, les rancunes accumulées. Et puis il y avait Munich. Munich les a confirmés. Munich a été un syndrome beaucoup plus fort, curieusement, aux États-Unis qu'en Europe. Et les Américains avaient le plus grand mépris pour Chamberlain, l'homme de Munich. Et donc, si Chamberlain était resté au pouvoir à l'été de 1940, il n'y avait pas la moindre chance pour que les Américains l'aient soutenu. Aucune. Et donc, de ce point de vue-là, Churchill a fait effectivement toute la différence. On lui faisait confiance d'abord, on savait que c'était un grand lutteur, parce qu'il y avait déjà eu des relations pendant la Première Guerre mondiale, quand il était premier lord d'amirauté, puis ministre de l'approvisionnement. Et puis, parce qu'il était à moitié américain, et quelqu'un qui était à moitié américain ne pouvait pas être totalement mauvais, évidemment. C'était comme ça. Et donc voilà, ça vous explique la chose. Bien, merci M. Kersosi, merci messieurs, je crois qu'on peut les applaudir.